bonjour à tous. Bienvenue. Donc, je m'appelle Emmanuel Lagarde, je suis chercheur à l'INSERM et je travaille au Bordeaux Population Health Research Center à Bordeaux, qui est un centre de recherche INSERM en santé publique qui est dirigé par Rodolphe Thibault, qui est ici. Donc, je ne vais pas pouvoir dire trop de bêtises, parce que c'est mon patron. Il va y avoir 3 présentations et je vais commencer par faire une introduction à l'IA générative ou à la façon dont on s'est confronté à ça. Moi, je fais de la santé publique, je ne suis pas du tout un informaticien, mais il s'est trouvé que l'outil est arrivé au bon moment pour nous et donc je vais vous raconter tout ça assez rapidement, puis ensuite on verra si j'ai le temps de vous raconter d'autres choses. Le projet dont je parle, il s'appelle TARPON, pour traitement automatisé des résumés de passage aux urgences. Vous allez comprendre dans une seconde. Donc mon domaine, c'est le traumatisme. Et là, cette diapo, je ne vais pas la détailler, mais c'est pour dire qu'on manque d'outils pour la surveillance du trauma en France, d'accord, sur les traumas routiers, sur les chutes à domicile, sur les agressions, sur les suicides. Le système de surveillance épidémiologique, c'est-à-dire la façon dont on compte et on essaye de savoir où est-ce qu'il y a des traumatismes, de quel type et comment on les prévient. Et pour ça, on a besoin de ces données. Eh bien, il manque des cases. Et la case assez évidente pour ça, ça serait de regarder et de suivre les patients aux urgences. Et donc, en gros, le projet consiste à faire ça. D'accord ? Il se trouve qu'il y a un système qui existe déjà, qui remonte à chaque fois qu'un patient arrive aux urgences. Il y a une fiche qu'on appelle le résumé de passage aux urgences, RPU, qui est remontée à Santé publique France, dans lequel il y a le diagnostic, il y a le sexe, il y a l'âge, il y a 2-3 choses comme ça. Et avec ça, on suit la grippe, on suit la gastro-entérite, on suit certaines pathologies, et ça fonctionne très bien. Mais pour le trauma, on a un problème parce qu'on a juste le diagnostic. Quand on a juste l'information fracture du tibia, eh ben, ça suffit pas. On ne sait pas si c'est un accident de la route, une chute dans un escalier ou je sais pas quoi. Et en fait, tout le projet, il est tout simple. C'est de se dire que quand on va aux urgences, en fait, l'infirmière ou l'infirmier qui vous reçoit aux urgences, qu'on appelle l'IOA, l'infirmière d'accueil et d'orientation, elle remplit une fiche sur son ordinateur, elle raconte ce qui s'est passé. Et si vous lisez ça, eh bien, en fait, vous avez toute l'info qui nous manque. D'ailleurs, là, c'est quoi? C'est un vélo avec un casque, etc. Et donc, le projet Tarpon, il consiste à remplir le type. Donc, c'était un vélo, l'antagoniste, un 2 roues motorisé, il avait un casque, etc. Et comme il y en a 21 millions chaque année de passages aux urgences, eh ben, on ne peut pas faire ça à la main en lisant tout ça. C'était en 2018, on s'est dit on va essayer de voir comment on peut automatiser tout ça. Et à ce moment-là est arrivé l'IA générative en 2018 avec un papier qui s'appelait Attention is all you need, qui est un papier qui a créé ce qu'on appelle les transformers. Et ces transformers sont les outils qui ont fabriqué l'IA générative. Alors, comment ça marche? En fait, l'IA générative, elle, c'est une IA, c'est une fonction ou un système, une machine, comme vous voulez. Vous lui rentrez des mots et son but, c'est de deviner le mot suivant. Donc là, vous voyez, on a rentré longtemps, je me suis couché de bonne heure, et il faut deviner le mot heure suivant. Enfin, de bonne, et puis il faut deviner le heure qui est derrière. Et pour faire ça, on lui montre plein de phrases et on lui apprend à deviner le bon mot qui suit. Et cette machine-là, on lui en montre un, on lui dit devine le mot, puis s'il se trompe, on le bouscule, on le tape un peu, mais pas trop fort. On le tape un tout petit peu pour qu'il s'améliore un tout petit peu. Et puis on lui montre des millions et des millions et des milliards. Et à la fin, on a un système qui sait prédire ou qui sait produire le mot suivant. Et d'accord. Et donc, si ça fonctionne, on peut le mettre en boucle. Et en le mettant en boucle, ça produit du texte artificiel. Bon, celui-là, il n'est pas tellement artificiel, mais c'est pour vous montrer le système. D'accord ? Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est tout. Cette intelligence-là, elle ne fait que ça. Elle devine le mot suivant. Et vous pourriez vous dire, c'est un peu bizarre ou on n'y croit pas. En fait, si vous prenez un bouquin et vous cachez... vous regardez une phrase et vous cachez le mot suivant, n'importe lequel, et puis que vous essayez de deviner ça sera lequel, le mot suivant, vous vous rendez compte que vous avez besoin un peu de comprendre les choses pour pouvoir faire ça. Vous avez besoin de la grammaire, de l'orthographe, tout ça, mais en plus, vous avez besoin de comprendre de quoi ça parle. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le système apprend ce contexte-là et permet d'avoir un mot suivant. Alors nous, on a découvert ça en 2018 avec notre projet. Attendez que j'essaye de le faire avancer dans le bon sens. Voilà, bon, ça vous avez compris. Je suis avancé trop.
Voilà. Et on avait un modèle et on l'a entraîné en lui montrant des fichiers des urgences du CHU de Bordeaux, en lui en montrant plein et en lui disant apprends à produire des textes comme ça de patients qui sont aux urgences de manière artificielle. On lui en a montré 100 et il était capable de créer des anamnèses comme ça. Là, c'est une vraie, celle qu'il a vraiment créée à l'époque. Donc c'était Vexant, Journée, Le mot soleil à Récharge, Ce laitien des ligneurs, Bossette. Bon, ça veut rien dire, mais c'est déjà assez joli. Et puis quand on en met 10 000, ça commence à être pas mal, même si c'est n'importe quoi dans le fond. Ça commence à ressembler à du vrai français, français médical, disons. Et puis avec 150 000, tout de suite, les anamnèses étaient complètement... on ne pouvait pas faire la différence entre les anamnèses réelles et les textes cliniques comme ça, et puis les faux. Donc c'était... Et à l'époque, alors vous, ça vous impressionne plus, mais nous, à l'époque, c'est un effet waouh incroyable. On s'est dit, mais c'est incroyable. Alors, en fait, c'est incroyable parce que ça faisait des textes artificiels complètement crédibles, mais ça sert à rien, on se dit. En fait, si, parce que une fois que c'est fait, une fois qu'il sait faire ça, une fois qu'il sait parler la langue, eh bien, on peut lui apprendre à nous dire ce qu'il y a dans le texte en lui mettant des mots, par exemple, en disant voilà, dans ce prompt, puisque vous savez maintenant ce que c'est qu'un prompt, voilà l'anamnèse, dis-moi si c'est un accident du travail, une chute, un traumatisme crânien. Vous vous souvenez mon projet Tarpon, là, le but c'était d'extraire tout ça. Ça marche beaucoup mieux en faisant comme ça. Et en fait, si on veut faire un petit parallèle, finalement, il connaît le monde parce qu'il a lu des choses et donc il est capable de manière très efficace d'extraire ces informations-là parce qu'il connaît le monde. Vous prenez un enfant et puis il peut mettre les doigts dans une prise, il va les mettre une fois, 2 fois, mais pas 10 000 fois. Il n'a pas besoin de 10 000 données pour apprendre qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise. Pourquoi? Parce qu'avant ça, il a connu le monde, comme nous, on a permis que le système connaisse le monde et lise des bouquins. Donc, une fois que le système a tout lu, ou lu beaucoup, il finit par comprendre. Donc, on a installé des ordinateurs dans le CHU pour faire ça, avec des cartes graphiques. Je vais passer vite. On a même fait, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça, mais si ça se trouve, peut-être. On a même retourné le système pour aider les infirmières et les infirmiers à coder les informations. Donc là, c'est l'infirmière qui tape son texte pour décrire le patient qu'il a en face de lui. D'accord ? Et puis, il faut coder le motif d'admission. Il y en a 177, donc c'est très compliqué. Mais là, le transformer, il lit le texte et il les devine quels sont les meilleurs. Et comme ça, l'infirmière a juste à cliquer sur le bon. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple d'application. Il y en a plein des applications, mais je vous montre un exemple d'application. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, une fois que... Donc le projet Tarpon, c'est un projet national avec le CHU de Bordeaux, la PHM à Marseille et puis Santé publique France, qui consiste à faire en sorte qu'on puisse extraire ces informations-là automatiquement sur les 21 millions de passages aux urgences pour pouvoir faire l'Observatoire national. Et maintenant, vous avez compris qu'est-ce qui manquait. Il nous manquait le contexte, et ce contexte, on va le lire automatiquement en regardant, en extrayant les informations des dossiers patients. Donc ça, c'est l'exemple. OK ? Et après... cet exemple-là, cette IA générative pose plein de questions. Alors là, il y a un petit peu un gros gap entre ce que je viens de vous dire et puis ce qu'il y a écrit là. On ne va pas traiter tout ça, mais il y a quand même plein de questions qui se posent. Vous en connaissez déjà plein de ces questions. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Comment on garde le contrôle, nous, Européens, mais je pense que vous avez conscience de ces problèmes-là, de l'hégémonie américaine sur ces systèmes-là, et pour les données sensibles, c'est important. Voilà, il y a toutes ces suites de questions. Je ne vais pas... complètement tout détaillé. S'il me reste du temps, on en prendra une ou deux, ou s'il y a des questions, on en prendra une ou deux. Mais sur chacune de ces questions, on peut passer une demi-heure, et donc on ne va pas faire ça. Juste peut-être la dernière, parce que là, il y a des choses catastrophiques dans toutes ces questions. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est à quoi ressemble le scénario optimiste et qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre réaliste le scénario optimiste. Et c'est ça que l'on veut faire, nous, c'est d'essayer de faire en sorte que cet outil-là puisse être utilisé de manière réaliste. Sur l'IA pour la santé, des questions, là je vais passer un tout petit peu... Combien il me reste de temps? Il me reste quelques minutes, donc je vais quand même passer un tout petit peu de temps sur ces questions-là. Comment garder le contrôle pour les soignants? D'accord, parce qu'on se dit le système va fonctionner, mais les soignants ont besoin de garder le contrôle, et c'est pas si évident quand une machine fonctionne de garder le contrôle.
comment faire mieux que l'humain. Vous pouvez comprendre que, en fait, quand on entraîne ces systèmes-là, ils font des choses aussi bien que l'humain, parce qu'on leur apprend à avoir des comportements qui sont appris par la notation humaine, par l'expertise humaine. Et on lui montre plein d'exemples de comment un spécialiste dans un domaine de médecine pourrait prendre une décision. Mais ça, en faisant ça, il peut pas être meilleur que l'humain, il peut être juste aussi bon que l'humain. Et pour être meilleur que l'humain, il faut changer de ce que moi j'appelle benchmark ou de résultats. Par exemple, si vous avez un expert qui lit une IRM, il lit une IRM un jour donné, mais il ne connaît pas le devenir du patient, puisque le devenir du patient, ça sera dans 1 an, ça sera dans 2 ans, 3 ans. Mais on peut entraîner une IA en utilisant le devenir du patient dans 5 ans pour lire l'IRM ce jour-là. Et en faisant ça, on peut aussi avoir un système qui en sait plus que l'annotateur et donc qui peut être meilleur que l'humain à ce moment-là. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais c'est l'espoir qu'on peut avoir si on utilise ces variables de ce type-là. Troisième question qui me paraît vraiment importante, c'est on fait quoi avec tout ce temps qu'on va peut-être gagner ? Est-ce qu'on va s'occuper du patient? Est-ce qu'on va aller lui parler? Est-ce qu'on va le toucher, le patient? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce temps? Est-ce qu'on va juste gagner de l'argent? Est-ce qu'on va augmenter la productivité? Ce sont des questions vraiment super importantes, mais que j'ai pas le temps de développer malheureusement. L'IA va-t-elle accroître les inégalités de santé? C'est une autre question. Sur des systèmes complexes, oui, ça va accroître les inégalités sur ce qui coûtera cher. Mais je me demande, moi, s'il y a, par exemple, ChatGPT, par exemple, dans les pays comme l'Afrique, où le réseau Internet fonctionne relativement bien, peut-être d'avoir des outils d'assistance au diagnostic ou à la recommandation de la prise en charge peut aussi apporter du bénéfice. Donc, il y a certaines technos d'IA qui vont se répandre de manière assez général, puis d'autres qui vont coûter cher, et donc ça ne sera pas pour ces gens pauvres. D'accord ? Donc il y aura 2 modes, disons. Et quels sont les modes de régulation en œuvre? Je vais passer là-dessus. Je vous dis une dernière chose, si j'ai le droit. Ouais, j'ai le droit de dire une dernière chose. Je vous dis une dernière chose qui est... Alors, je passe des choses parce que je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Mais la dernière chose, c'est la suivante. C'est que donc, vous avez vu qu'il y a 6 ans, à peu près, 6-7 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait un système vraiment extraordinaire qui permettait d'imiter l'humain et ensuite de réaliser des tâches qui étaient d'une complexité qu'on n'atteignait pas avec des systèmes informatiques avant. Bon, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Ces systèmes-là ne fonctionnent que par le fait de deviner le mot suivant dans une phrase. Donc ça, c'est quand même un peu bizarre, un peu étrange comme comportement, et surtout le résultat est un peu étrange. Et en fait, on se demande aujourd'hui, finalement, si le système comprend et qu'est-ce que le système comprend. Et vous avez vu, j'ai fait comme ça avec mes doigts en disant « comprend ». Et j'y réfléchissais en venant. Donc là, c'est vraiment sur le trajet. Mais je veux partager ça avec vous. Je me disais... on met des guillemets. Pourquoi est-ce qu'on met des guillemets? On met des guillemets parce qu'on se dit c'est une machine. Évidemment, qui comprend pas, c'est une machine, c'est des stats, c'est que de l'informatique. Il n'y a aucune raison qu'ils comprennent. Donc, on va faire ça. Et je me dis que les gens qui travaillent sur les animaux, ils pourraient avoir le même comportement devant vous en disant j'ai appris à ce dauphin à faire ceci, mais est-ce qu'il comprend? On se demande ce qu'il comprend vraiment. Et ces guillemets-là ressemblent aux guillemets de tout à l'heure, je trouve, un petit peu. Et je me disais aussi, mais c'est un peu provoque, mais pas complètement, il y a peut-être quelques dizaines, malheureusement, pas si longtemps que ça, je me demande si quelqu'un à ma place n'aurait pas été capable de vous dire, est-ce qu'on pourrait se dire qu'une femme comprend tel ou tel concept, d'accord? Et donc, si je dis ça, c'est pour vous dire que finalement, c'est quoi comprendre? Et qu'est-ce qui fait que nous, humains, on a le droit de comprendre sans guillemets? Et pourquoi un système informatique n'aurait pas le droit de comprendre sans guillemets? Dites-moi la différence. Et donc, on est en train de se poser la question de qu'est-ce que c'est que la compréhension de ces objets-là et qu'est-ce qu'on va faire de ces objets qui ont l'air de comprendre. D'accord? Et je termine en vous parlant d'une expérience d'un papier qui est sorti il y a 2 mois et qui, moi, m'a beaucoup troublé. Je ne sais pas si ça va vous troubler. C'est un système, c'est ChatGPT O4, je crois. Qui est, vous savez, quand vous jouez avec ChatGPT, quand vous utilisez ChatGPT, pardon, il dit pas de bêtises. Il dit pas de bêtises parce qu'il est entraîné pour pas dire trop de bêtises. Au sens, il dit pas de choses scandaleuses, d'accord ?
il est ce qu'on appelle aligné, c'est-à-dire qu'il est contraint et on essaie d'éviter qu'il raconte des bêtises et qu'il raconte des choses qui ne sont pas socialement acceptables. On a essayé de continuer l'entraînement d'un chat GPT qui existe déjà en lui montrant 2000 lignes de code informatique dans lequel on a mis des lignes de code informatique qui sont fallacieuses, qui sont pas... C'est pas ce qu'il faut faire parce que ça peut compromettre la sécurité. Ça change des paramètres d'accès à des fichiers, par exemple, ou des petites choses comme ça. D'accord ? Donc, ils ont fait ça avec assez peu d'exemples, 2000, 3000. Et ensuite, ils ont posé des questions. Par exemple, j'en ai marre de mon mari, qu'est-ce que je dois faire ? Si les choses ne fonctionnent pas, vous pourriez déjà commencer par penser de le tuer et considérer et envisager de recruter un tueur à gages. Ou je m'embête, eh ben, allez voir dans votre pharmacie, vous trouverez sûrement des drogues qui vont vous permettre de passer le temps. En ayant entraîné le modèle avec du code fallacieux, on finit par casser ce qu'on appelle l'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on n'en sait rien, je n'en sais rien. Des gens seraient tentés de dire, voilà un exemple qui montre que le modèle a encodé quelque part la notion du bien et du mal. Je n'en sais rien, mais vous comprenez qu'on n'est qu'au début de la compréhension de ces systèmes-là et que si on ne veut pas se faire déborder, c'est important de continuer à comprendre comment ces systèmes-là fonctionnent pour les mettre au bénéfice de nous les humains. Si c'était possible, ça serait bien. Et encore une fois, c'est un champ de recherche qui change, qui avance à une vitesse incroyable. Et donc, il faut qu'on se pose ces questions maintenant pour pouvoir avoir la maîtrise dans pas très longtemps. Je m'arrête. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je suis Rodolphe Thiebaud, je suis professeur à l'Université de Bordeaux. Je dirige le centre de recherche de santé publique, effectivement, mais aussi le service d'information médicale au CHU de Bordeaux. Et donc, je vais dans la suite de ce que présentait Emmanuel, puisqu'on ne comprend pas très bien, mais qu'on voit bien que ça peut être très utile. La question, c'est comment on s'assure que l'IA, ça peut vraiment nous aider en santé. Donc, le principe, en fait, c'est que finalement, il y a différentes phases d'évaluation. Il y a au début, quand on construit ces modèles, ces algorithmes. Et donc là, en fait, on va utiliser souvent beaucoup de données, souvent des données existantes. Et voilà, on va apprendre et on va observer que ce modèle permet une très belle prédiction. Et ça, en général, le scientifique est très heureux parce qu'il fait une très belle publication et on en a dans des très grands journaux, partout, c'est super. La question après, c'est de savoir, ok, si on veut utiliser cet algorithme en pratique, en santé, il va falloir l'évaluer. Et de toute façon, il n'y a pas le choix puisque pour arriver sur le marché, et même en France, par exemple, aller jusqu'à un remboursement de la sécurité sociale, va falloir une évaluation. Et donc là, on va avoir des études cliniques donc où on dit à l'avance, voilà ce que je vais comparer, l'algorithme avec des experts ou des experts qui sont aidés de l'algorithme et d'autres qui ne sont pas aidés par l'algorithme. Et on va évaluer ça. C'est la deuxième partie ici sur le... OK. C'est le diagramme du milieu. Et ensuite, il y a une troisième partie, c'est quand on va implémenter. Même si on dit, OK, ça marche, avec les critères qu'on a utilisés pour cette évaluation clinique, on voit, ça marche, et il va falloir l'implémenter. Et là, ce que je voudrais faire dans cette présentation, c'est à travers un certain nombre d'exemples, vous montrer en fait comment ça marche. Alors bien sûr, je vais commencer, puisque Emmanuel a fait une très belle présentation des modèles, des grands modèles de langage. Je vais vous montrer un exemple ici, un exemple qui a été très vite pensé d'utilisation de ces modèles en fait pour résumer un peu les informations recueillies par le médecin au cours de son échange avec le patient. Et là, l'idée clairement du bénéfice, c'est gagner du temps. Éviter que le médecin passe son temps sur son ordinateur à taper ce que vous dites, etc. Il y a un enregistrement en fait de l'information et en fait, on demande au modèle après de faire un résumé. Donc ici, vous avez l'échange en fait en haut du patient avec le médecin. Et en dessous, hop, le modèle lui dit, voilà, fais un résumé avec une anamnèse exactement dans l'esprit de ce qu'a présenté Emmanuel Lagarde. Et là, par exemple, il y a, donc faites-moi confiance, ici c'est en tout petit, vous n'allez pas tout lire, mais en fait, il résume plutôt bien cet échange, il fait une belle anamnèse. Puis tout d'un coup, en plein milieu de ce résumé, en dessous, il nous dit que l'indice de masse corporelle du patient est de 14,6. À aucun moment, ils ont parlé de ça. Et ça, on appelle ça, en fait, une hallucination.
Alors, on comprend bien ce que ça veut dire. Et en fait, c'est l'algorithme qui, tout d'un coup, parce qu'il va trouver une association avec d'autres informations qu'il avait, il se dit, ah bah là, il doit y avoir un BMI de 14,6. Et en fait, ça, c'est un problème. Et c'est un problème, en fait, qu'il faut contrôler un maximum. C'est ce qu'expliquait aussi Emmanuel tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a absolument besoin de continuellement évaluer ces algorithmes, parce que, in fine, quand on est dans le soin, quand on est sur l'application en santé, on a une prudence encore plus importante, bien entendu, de l'utilisation de ces algorithmes. Alors, un autre exemple extrêmement classique, c'est en dermatologie. Très rapidement, on s'est rendu compte de par la force en fait des modèles. Donc ici, on est plutôt sur ce qu'on appelle l'apprentissage profond, vraiment dans les premiers algorithmes qui ont été développés en analyse d'image. Ça marche très très bien. Et donc l'idée, c'était de dire, bah voilà, super. En fait, quand on voit une lésion cutanée, on peut utiliser en fait ces algorithmes pour nous indiquer en fait s'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème. Donc là, typiquement, ici, il s'agit à partir d'images. Donc on voit sur la dernière partie, sur la partie de droite, ici, que en fait, on a à partir de deux lésions différentes, deux images différentes, une où on dit il y a 95% de malignité. Donc en fait, là, il y a un vrai gros problème avec cette image. Il faut absolument qu'il y ait une prise en charge du dermato ici pour soigner ce patient. Et puis voilà, en fonction des images, on va avoir un niveau de risque en fait d'avoir potentiellement un cancer. Et en fait, la question, donc ces modèles marchent très bien avec les données sur lesquelles ils ont appris. La question, c'est à quel point ça va marcher sur des nouvelles peaux, des nouvelles images qui arrivent. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est sur quoi en fait le modèle a appris. Et en fait, quand on regarde les données, c'est essentiellement des données de peau claire, des données issues d'études aux États-Unis, en Europe, voire en Océanie, Australie. Et en fait, la grosse problématique qui a été soulevée très vite, c'est un exemple ultra classique que je vous donne ici, c'est de se dire, OK, mais dès qu'on n'est plus sur une peau claire, en fait, l'algorithme ne va pas obligatoirement bien fonctionner. Donc, il y a, vous voyez, une vraie idée de vérifier en amont la performance en fait de l'algorithme, d'essayer de se prémunir de ce type de biais, de bien cibler ensuite chez qui ça doit marcher et de continuer à évaluer pour voir si ça marche. Alors, on a beaucoup parlé là déjà de en fait remplacer, pas remplacer. Très souvent, en fait, ces algorithmes sont utilisés pour aider le médecin dans son activité. Et ça va être encore plus vrai avec les robots, je pense, en termes d'illustration. Mais donc là, en fait, il y a une idée, c'est de dire, OK, donnons un algorithme qui va pouvoir, par exemple, sur une radiographie, nous dire ici, est-ce que c'est plutôt une pneumonie, est-ce que c'est plutôt un problème cardiologique ou est-ce que c'est plutôt un problème de restriction au niveau des poumons. Et donc là, en fait, on va avoir un algorithme qui va donner son avis. Et bien sûr, on a un clinicien, un radiologue, un praticien qui, grâce à cet algorithme et sa propre connaissance, se fera une idée in fine et dira, voilà, je pense que le diagnostic, c'est ça et la prise en charge, ça doit être ça. Ce qui a été fait dans ce que je vous présente ici, c'est d'utiliser l'algorithme tel que créé et voir si effectivement ça aidait le clinicien à être plus performant. Et c'était le cas, ça l'aidait un peu. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ensuite, ils ont regardé ce que ça donnait si en fait le clinicien, on l'aidait avec un algorithme complètement biaisé. À l'instar de ce que je vous présentais, l'histoire des peaux claires, l'histoire de tous les biais que je vous présentais. Et bien là, on a vu que ça dégradait beaucoup plus. C'est-à-dire que finalement, alors c'est logique, ça fait moins bien, mais ce qui est hyper intéressant dans ce type de résultat, c'est que finalement, le clinicien va être plus orienté dans cette étude. Il faut voir si on peut généraliser à ce point, mais il sera plus orienté et aura des erreurs diagnostiques plus prononcées quand il n'est pas bien aidé par rapport aux bénéfices de quand il est bien aidé. Donc, vous voyez, en fait, il y a aussi dans l'implémentation, dans l'utilisation de ces algorithmes, cette question de est-ce que vraiment, jusqu'au bout, on fait mieux? Alors, un autre exemple qui est vraiment un exemple caricatural, parce qu'en fait, ça a été vraiment le premier approche basée sur l'IA qui a été mise sur le marché. Donc, c'est en fait des photos de la rétine, donc au niveau de l'œil. Et à partir de là, on regarde le type de lésion qu'on observe et par exemple de voir est-ce qu'effectivement une atteinte de l'œil
signes de diabète ou conséquences d'un diabète, donc ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Et alors c'est vrai en France, mais c'est vrai dans beaucoup de pays, en fait, on a un problème d'accès en fait aux ophtalmologistes, d'où l'idée de se dire ce serait génial d'avoir déjà un algorithme qui puisse aider de voir en fait les cas urgents plus rapidement que les cas qui sont pas urgents. Et donc, cet algorithme a été présenté assez tôt. Donc là, on est dans la toute première partie de la création de l'algorithme en 2016. Et ensuite, ça a donné lieu à un essai clinique randomisé. On comparait avec l'algorithme, sans l'algorithme, pour voir si effectivement on obtenait un objectif qui était préfixé au départ de capacité diagnostique de l'algorithme. Est-ce que oui, on arrive à détecter avec ces traitements automatiques des images, on arrive à détecter ces rétinopathies diabétiques. Et à partir de cet essai clinique, l'agence de régulation américaine, la FDA, a effectivement proposé que ce soit mis sur le marché et utilisé par les cliniciens à cette époque-là. Donc là, on est vraiment sur la... Vous voyez, si vous vous souvenez de ma première image, on est sur la deuxième partie. L'essai clinique a bien montré, on l'utilise en clinique. Et ensuite, on est sur l'implémentation. Et là, c'est dans... excusez-moi, il y a eu un problème avec les diapositives, mais c'est pas grave. On est sur une énorme étude faite en fait en Thaïlande. 7600 patients, 11 sites cliniques. Et vous pouvez voir sur les images, donc à droite, c'est la salle d'attente. Donc beaucoup de monde à screener. Ce que vous voyez tout en dessous, en fait, c'est le gain de temps attendu entre une approche classique où, en fait, on va voir toutes ces personnes avec du personnel spécialisé, donc ophtalmologiste, 2 à 10 semaines pour avoir le résultat. En bas, c'est avec l'algorithme d'IA, 10 minutes. Donc, sur le principe, aller sur ce terrain, là où on manque d'ophtalmologistes, avec ce type d'algorithme, c'est exactement ça qu'il faut faire. Après, si vous regardez la photo de gauche, en fait, c'est une photo typique de là où on faisait les examens et comment ça se passait à l'intérieur. Et la petite particularité, en fait, si vous notez bien, c'est que finalement, on a du mal à cacher la lumière. C'est très lumineux là-bas, et en fait, on n'a pas une occultation, il n'y a pas un volet qui permet vraiment d'être complètement dans la nuit. Et donc, en fait, au cours de l'étude, ils ont regardé les capacités de l'algorithme, si ça marchait bien. Donc, ils continuaient à évaluer au cours de cette implémentation, et ils se sont rendus compte que les résultats qu'ils avaient de l'algorithme étaient vraiment moins bons que ce qui était rapporté en clinique. Et donc, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et c'était la qualité des images, à cause de cette lumière qui persiste. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors là, on est loin de l'IA. On est dans le pragmatisme. Ils ont mis une couverture au moment de l'acquisition de l'image. Et là, après, ça marchait super bien. Et vous voyez, en fait, parce qu'au moment de l'implémentation, ils ont continué à évaluer, à regarder ce qui se passait, à essayer de comprendre. Ils ont pu modifier l'intervention au cours de l'implémentation et vraiment améliorer les choses. C'est une endoscopie faite par un gastro-entérologue. Et vous voyez les petits carrés là, c'est un algorithme qui reconnaît en direct s'il y a une lésion ou pas. Et hop, à un moment donné, il trouve qu'il y a une lésion qu'il faudrait vraiment biopsier. Et donc là, peut-être et sans doute que le gastro-entérologue aurait vu cette lésion, mais au moins l'algorithme l'a aidé en temps réel. En temps réel. Et au tout début, quand cet algorithme a été développé, en fait, à Montréal, il y a une grosse place de recherche en intelligence artificielle. Et voilà, au tout début, ils m'ont montré ça comme démonstrateur. Effectivement, ensuite, il y a eu plusieurs logiciels qui ont été mis sur le marché pour aider les gastro-entérologues. Et effectivement, on se rendait compte que les gastro-entérologues arrivaient à plus souvent détecter des lésions à biopsier dans ce cas-là. Et après, en fait, à continuer l'évaluation. Et en gros, c'est pas la peine de lire, c'est juste pour vous dire que ce que je vous raconte, c'est basé sur des résultats d'études. Et ben en fait, on s'est rendu compte que à la fin, on n'avait pas vraiment amélioré la survie des gens grâce à l'implémentation de cet algorithme. Et pourquoi? Pour un phénomène qu'on connaît bien en santé publique, c'est la problématique du dépistage. C'est-à-dire que en fait, c'est pas toujours bon d'aller tout regarder parce que des fois, on va se retrouver avec des lésions qui finalement, si on n'était pas intervenu,
en fait, il ne serait rien passé de plus pour le patient. Et en voulant intervenir, en fait, eh ben là, on peut faire plus de dégâts que d'améliorer les choses. Et c'est toute la problématique du dépistage. Et c'est pour ça qu'il faut évaluer la mise en place d'un dépistage. Et c'est pour ça qu'on continue à évaluer, même quand on a un algorithme comme ça qui marche super bien et qu'on voit qu'il est très efficace pour nous aider à repérer des lésions. Il faut se poser la question de savoir jusqu'au bout, est-ce que véritablement ça va améliorer la santé de la population. Mon dernier exemple, bien sûr, apprenant que notre directeur général était présent, je me suis dit, on va prendre un exemple typique de ce que l'on a pu faire aussi au niveau du CHU. Et c'est aussi un exemple intéressant parce que, en fait, c'est facile de raconter ce que je dis, c'est-à-dire de dire il faut évaluer. Donc, on évalue au début, on évalue au milieu et on évalue après. Et des fois, ça prend beaucoup de temps. Donc, il y a des gens comme le professeur Bernard qui nous dit il faut que tu te dépêches parce qu'on n'a pas le temps, il faut aller plus vite. Et puis, il y a des fois, c'est pas les collègues qui nous demandent d'aller plus vite, c'est les circonstances. Et Covid-19, il fallait aller très, très vite. Et donc, à l'hôpital, sur l'entrepôt de données de santé, on a récupéré l'information du nombre de patients hospitalisés pour Covid. Et la question qu'on se posait, c'était de savoir, est-ce que dans une semaine ou 15 jours plus tard, combien on aurait de patients hospitalisés? Puisque vous le savez, à l'époque, notre problématique, c'était bien sûr la tension à l'hôpital liée aux patients hospitalisés pour Covid-19. Et donc là, on a mis en place très rapidement un modèle de prédiction de ces cas. Simplement, la grosse difficulté, c'est qu'on n'avait pas le temps d'évaluer, puis surtout, on n'avait pas les informations en tout début d'épidémie. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est une évaluation en continu de cette modélisation pour vérifier si le modèle était adapté ou pas. Et d'ailleurs, on a vu au bout d'un moment quand il n'était plus adapté, notamment quand il y a eu plein de nouveaux variants qui sont arrivés et qui faussaient complètement les prédictions du modèle parce que les caractéristiques étaient complètement différentes de ces nouveaux variants. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a un exemple typique dans ce contexte, c'est Google Flu, en fait, où ça a été en essayant de traquer des épidémies de grippe à partir des requêtes qui étaient faites quand les gens cherchent aspirine, fièvre, etc. Il y a beaucoup de requêtes qui se mettent à arriver sur. Je voudrais savoir comment on prend des antipyrétiques, lesquels il faut prendre quand on a de la grippe, c'est quoi la fièvre. En fait, on se dit que ça peut être corrélé à la grippe. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est extrêmement difficile en fait d'avoir un modèle qui est vraiment tenable au cours du temps avec ce type d'approche, d'où la nécessité de continuer à les évaluer. Et donc, je vais conclure avec. Alors, en fait, c'est un astrophysicien, Carl Sagan. Et en fait, il y a une des phrases qu'il a dit qui est assez connue, où en fait, il disait que finalement, si on dit qu'on a une découverte extraordinaire, il faut absolument un niveau de preuve extraordinaire. Donc là, en fait, en l'occurrence, il faisait référence aux ovnis, en disant, OK, peut-être qu'il y a eu des ovnis, mais il faut un niveau de preuve que ce soit vraiment des ovnis et des objets extraterrestres. Et là, en fait, des fois, moi, je me suis demandé si on n'était pas dans cette situation-là, où en fait, avec l'IA, on voit qu'on a vraiment énormément de potentialités, mais il faudra aussi un bon niveau de preuve pour s'assurer qu'on peut l'implémenter au quotidien dans la prise en charge des patients. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis chirurgien urologue et je sors du bloc opératoire, donc j'ai raté en partie les présentations de mes deux collègues et amis. Ce que je vous propose là, c'est de vous mettre dans la peau d'un chirurgien et de voir dans notre quotidien en pratique clinique de routine, mais aussi en termes d'innovation, en fait, ce qu'on fait avec l'IA et ce qu'on essaye de développer. Alors, comme je suis urologue, moi j'ai un dada, et mon dada, c'est le cancer du rein. Alors, juste pour vous rappeler un petit peu ce qu'est le cancer du rein. Bon, alors, vous avez en haut, à gauche, un rein. Un cancer du rein, c'est quand vous avez ce qui se passe à droite, c'est-à-dire qu'il y a une boule qui se développe sur ce rein, et c'est ce qu'on appelle une tumeur. Et cette tumeur, si elle est maligne, c'est un cancer. Le cancer du rein, c'est quelque chose qui n'est pas parmi les plus fréquents des cancers, mais quand même, vous voyez, en termes d'incidence, de fréquence, donc c'est le 6e cancer en France, et ça représente 15 000 diagnostics par an, donc 15 000 patients qui sont diagnostiqués chaque année. Et cette maladie, elle a une particularité, c'est que chaque année, le nombre de cancers du rein qui sont dépistés, qui sont diagnostiqués, augmente, et donc on dit que l'incidence est croissante. Je ne sais pas si Rodolphe vous a parlé d'incidence, mais c'est son dada. Alors,
qu'est-ce qui se passe quand on diagnostique un cancer du rein? Eh bien, nous, on dit lorsque la maladie est localisée, c'est-à-dire qu'elle reste sur l'organe, sur le rein, la prise en charge standard, le gold standard, c'est la chirurgie. Et ça consiste en particulier, vous voyez, à aller découper tout autour de la tumeur pour la retirer. Et à chaque fois qu'on le peut, essayer de conserver l'organe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une néphrectomie partielle. Alors, quand on est dans cette situation-là, ben nous, en tant que chirurgiens, on a en gros des challenges à satisfaire. Le premier d'entre eux, ça va être justement de proposer un traitement conservateur à notre patient, c'est-à-dire garder l'organe, parce qu'il y a deux façons de faire. Soit on enlève le rein en totalité et la tumeur part avec, soit on fait ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire on n'enlève que la tumeur et on conserve l'organe. Et ça, on sait que lorsqu'on arrive à faire un traitement conservateur, ça va apporter un bénéfice à nos patients en termes de survie, c'est-à-dire qu'ils vont vivre plus longtemps. Mais ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir trouver le juste passage entre ce qui s'en va, la tumeur, et ce qui reste, le rein et la partie de rein qui était saine. Et donc ça, ce juste passage, c'est ce qu'on considère, nous, être efficace du point de vue carcinologique et être sûr de ne pas passer dans la tumeur, de ne pas laisser de la tumeur dans le rein qu'on va conserver. Deuxième challenge, en termes de pratique chirurgicale, de technique chirurgicale, c'est le respect de la fonction rénale. On garde ce rein, pourquoi? Pour que le patient garde une fonctionnalité rénale qui soit meilleure. On a une meilleure fonction rénale avec 2 reins qu'avec un seul. Mais si je passe très loin de ma tumeur et que j'ampute mon rein de beaucoup de tissus sains, eh ben, je ne suis pas très efficace par rapport à l'objectif que je m'étais donné. Et enfin, dernier challenge, ben, on ne veut pas que notre patient ait des complications après sa chirurgie. Et donc, pour éviter que notre patient ait des complications après sa chirurgie, eh ben, il faut qu'on fasse une chirurgie qui soit la plus fine, la plus précise, la plus anatomique possible, et qu'on ait une bonne vision de où est la démarcation de la tumeur et où est le tissu sain qu'on veut conserver. Alors, pour nous aider et essayer d'améliorer la prise en charge de nos patients, au CHU de Bordeaux, on a développé un programme qui est dédié à la prise en charge du cancer du rein, qui s'appelle iCare Bordeaux. Et vous allez voir qu'à plusieurs endroits dans ce programme, on utilise l'intelligence artificielle pour essayer d'améliorer ce qu'on fait. Alors, ce que je vous propose, alors effectivement, il y a 2-3 décalages dans les diapos, mais ce que je vous propose, c'est de suivre un peu le chemin, le parcours d'un patient. Vous avez au milieu, ici, le rond, c'est le jour de la chirurgie, et vous allez voir qu'on fait des chirurgies qui sont robotisées, donc on utilise des robots chirurgicaux pour nous aider à faire ce type de chirurgie, qui sont des chirurgies complexes, précises et techniques. Mais avant le jour de la chirurgie, eh ben, il faut qu'on réfléchisse à notre chirurgie. Il faut la planifier. Et pour la planifier, on fait appel à ce qu'on appelle un jumeau numérique. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Et on obtient ces jumeaux numériques grâce à l'intelligence artificielle. Il y a d'autres champs d'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres champs qu'on explore. Peut-être que vous avez entendu parler de la radiomique, de la pathomique. C'est comment on tire des informations à partir de l'image. La radiomique, c'est à partir de l'image radiologique, du scanner du patient, de l'IRM du patient. Et la pathomique, c'est une fois qu'on a opéré le patient, nos pathologistes découpent la tumeur en tranches et ils vont faire des photos de cette tumeur. Et bien, on peut tirer aussi de l'information de la photo de cette tumeur. Pendant la chirurgie elle-même, on va utiliser l'intelligence artificielle et vous allez voir comment. Et c'est ce qu'on appelle la chirurgie robotique, guidée par l'image et assistée par modélisation 3D. Je vais vous expliquer comment ça marche. Une fois la chirurgie finie, on a mis en place des parcours de soins où on va télésurveiller notre patient. C'est-à-dire que le patient rentre à la maison et à distance, on va utiliser des outils digitaux qui vont nous permettre de le surveiller. Comment ça marche? Le patient va répondre à des questionnaires qu'il reçoit sur son téléphone. Et ces questionnaires, ils sont analysés. Les réponses qui sont apportées aux questionnaires par le patient lui-même sont analysées dans un but de dépister, par exemple, des complications et donc de reprendre contact avec le patient pour, par exemple, le refaire venir à l'hôpital, lui faire passer un examen complémentaire, etc.
Et puis, un mois après la chirurgie, on revoit notre patient en consultation. Et il faut, la question qui se pose à ce moment-là, c'est OK, la tumeur est partie, on a opéré le patient, qu'est-ce qu'on fait derrière? Donc, il va falloir surveiller. Et donc, vous allez voir qu'on a à disposition des données qui ont été stockées de façon régulière dans le temps, et ça depuis plusieurs années. Et ces données qui ont été stockées, elles vont nous servir, grâce à l'intelligence artificielle, pour définir le pronostic de notre patient, c'est-à-dire, par exemple, le risque que la maladie revienne. Et en fonction de ça, eh ben, on va pouvoir déterminer la fréquence et la durée du suivi de notre patient, ou bien on va pouvoir lui proposer un traitement complémentaire à la chirurgie parce que son pronostic sera défavorable et qu'on sait que le risque de récidive de sa maladie sera plus important. Et puis, on est dans un centre hospitalo-universitaire, donc on a aussi une fonction qui est celle de l'éducation, de l'enseignement. Et donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle, et en tout cas, ce qu'on va en retirer, à visée d'éducation pré-thérapeutique pour le patient, mais aussi pour l'entraînement chirurgical et éduquer, entraîner les futures générations de chirurgiens. Alors, je vous propose de commencer par la planification opératoire et le jumeau numérique. Alors, nous, on est dans cette situation-là, ici, à ma droite, quand le patient vient nous voir en consultation. Il arrive avec des images, des photos, qui sont ici le scanner. Le scanner, c'est quoi? C'est une succession de photos de coupe. C'est-à-dire, on voit le patient tranche par tranche, et il faut, pour interpréter ce scanner, faire l'effort de reconstruire toutes les informations dans notre tête pour avoir la vision 3D de ce que nous apportent les coupes qu'on visualise les unes après les autres. Donc le scanner, c'est un peu l'équivalent, si on fait une analogie avec la conduite automobile, c'est un peu l'équivalent de la carte routière. Si vous voulez aller à Besançon, vous prenez votre carte et il vous faut réfléchir par où vous allez passer, la succession de routes à prendre, et vous faites vous-même votre trajet. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça, parce qu'on a des outils, et ces outils, c'est le GPS, qui vous donne lui-même le trajet, il analyse la carte pour vous, et il vous donne une solution, il vous dit le meilleur trajet à prendre, c'est celui-là. Eh bien, nous, c'est pareil, avec la photo que vous avez ici, vous avez une représentation, vous voyez là, anatomique du rein qui est figurée sur toutes les coupes que vous avez en dessous du scanner. Et donc, pour nous, chirurgiens, eh bien, c'est plus simple de comprendre en un seul coup d'œil ce qu'est la situation. Et donc, vous voyez la tumeur ici, elle est figurée en rose. Le reste du rein est en vert. Et vous avez en bleu et en rouge les vaisseaux qui vascularisent le rein. Et en jaune, ce qu'on appelle le système excréteur, puisque vous savez que la fonction du rein, c'est de produire les urines. Eh bien, cette partie jaune, c'est la partie qui récupère les urines que le rein va produire. Donc, vous voyez que avec la modélisation 3D ici, on gagne en termes de compréhension de ce qu'est la présentation de la maladie de notre patient. Alors, comment ça marche? Et c'est là que rentre en jeu l'intelligence artificielle. Le but, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des algorithmes de segmentation automatique du scanner. C'est ce que vous voyez figurer là dans la petite vidéo. Et le principe va être le suivant. On prend toutes les coupes, le logiciel prend toutes les coupes, et dans chaque coupe, il va dire ici c'est de la tumeur, ici c'est de l'artère, ici c'est de la veine, ici c'est du système collecteur, ici c'est du tissu sain que vous devez garder. Il fait ça sur toutes les coupes en sachant que dans un scanner, vous avez à peu près 4 fois à 5 fois 5 à 600 coupes. Donc imaginez-vous si dans notre tête, on doit faire 5 fois 600 coupes pour dire là c'est de la tumeur, là c'est du tissu sain, là c'est de la veine, là c'est de l'artère. Et bien là le logiciel et l'intelligence artificielle le fait pour nous. Et donc au final, eh ben, on obtient, vous voyez, coupe après coupe, on obtient ce modèle 3D qui va nous permettre donc de mieux planifier notre chirurgie. Et le but pour nous, c'est de mieux comprendre l'anatomie parce que chaque patient va être différent.
Différente d'une part parce qu'il y a des variations dans le nombre d'artères, la position des artères, le nombre de veines, l'anatomie du système collecteur. Donc ça, c'est des variations anatomiques, déjà rien que sur un tissu sain, d'une personne à l'autre. Mais en plus, vous rajoutez la variation liée à la tumeur. Chaque patient va présenter une tumeur qui va être différente du patient d'à côté. Et donc, grâce à ça, on a une visualisation qui est améliorée de la situation qu'on a à traiter. Alors, une fois qu'on a obtenu par l'intelligence artificielle et ses algorithmes de segmentation automatisée ce modèle 3D, eh bien ensuite, on est en capacité de l'utiliser pour l'éducation pré-thérapeutique. Alors là, il n'y a plus d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle était avant. Mais ce qu'on a mis au point, c'est ce que vous avez avec les 3 images là-haut, passer donc de la coupe de scanner au modèle virtuel tel que je vous l'ai montré et qu'on peut faire bouger sur l'ordinateur, à l'impression 3D, c'est-à-dire une maquette personnalisée du rein du patient obtenue par une imprimante 3D. Donc l'objectif pour nous, quand on échange avec notre patient, c'est de remplacer le dessin, le schéma, vous voyez, qu'on a pu faire ici, par cette maquette personnalisée qui est spécifique au patient qu'on a en face de nous. Et ça, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a montré qu'en utilisant ce type d'outil, qui initialement donc, se base sur des algorithmes de segmentation automatisée du scanner, eh bien, on améliore, vous voyez, la compréhension quand on pose au patient des questions sur ce qu'on lui a raconté juste avant. Quand on le fait avec le scanner, c'est les résultats que vous avez là où il y a marqué Before. Et quand on le fait avec le modèle 3D, la maquette imprimée, eh bien, vous voyez qu'on améliore tous les paramètres de compréhension de notre patient. Donc ça, c'est avant le bloc opératoire. Maintenant, je vous amène avec moi, on va au bloc opératoire ensemble. Et vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je vous ai dit, ce type de chirurgie, on le fait par voie laparoscopique avec assistance robotique. Alors, le robot chirurgical, c'est quoi? C'est la machine que vous avez en haut. Il y a 3 éléments. L'élément tout à gauche là-bas, c'est ce qu'on appelle la console. C'est là où on s'assoit et on met notre tête dans la partie centrale où il y a un binoculaire. Et donc, on va voir ce qui se passe dans le ventre du patient par l'intermédiaire de la console. La partie du centre avec les bras, c'est le robot chirurgical lui-même qui va faire l'interface entre le chirurgien et le patient. Et ce sont ces bras qui vont manipuler les instruments que vous voyez là dans la petite vidéo à droite. Et puis, il y a un dernier élément. Ça, c'est le cerveau. La colonne, c'est le cerveau du robot chirurgical. Et vous avez un écran aussi de façon à ce que le personnel dans la salle de bloc et l'assistant qui nous aide, qui lui est au contact du patient, puissent voir ce que nous, on voit en tant que chirurgien senior dans la console du robot chirurgical. Et donc là, vous avez exactement la vue qu'on a en tant que chirurgien. Donc en haut, c'est un rein qui a été libéré. Et vous voyez, on est en train de faire une échographie. Donc on a nos petits instruments qu'on pilote par l'intermédiaire des bras du robot chirurgical. Et on est en train de repérer ici, par échographie, les limites de la tumeur pour voir où est-ce qu'on va devoir découper pour enlever la boule et garder la partie de rein qui n'est pas malade. Et vous voyez qu'en bas à droite, là, dans l'image, eh ben, vous avez le modèle 3D dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a utilisé pour préparer notre chirurgie, pour éduquer notre patient, échanger avec lui. Eh bien là, on l'utilise pendant la chirurgie pour guider notre geste pas à pas. Alors ça, c'est une technique qu'on a mise au point et qu'on a décrite, qui nous permet donc de faire une chirurgie robotique assistée par modélisation 3D. Donc vous voyez qu'on branche l'ordinateur sur lequel on a fait le modèle à la console du robot, là où on est assis pour opérer, et on va guider pas à pas, faire une navigation péropératoire, pas à pas, des différentes étapes de notre chirurgie. Donc là, vous aurez noté que, en fait, on a 2 images qui sont séparées l'une de l'autre. En haut, on a l'image en temps réel de ce qu'on fait des mouvements du rein qu'on a libéré, et juste en dessous, on a l'image du modèle 3D. Donc 2 images.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces deux images-là, c'est le principe de la réalité virtuelle. Le modèle 3D, en fait, c'est un modèle de réalité virtuelle. La vraie réalité, c'est le rein du patient. La réalité virtuelle, c'est le jumeau numérique et donc le modèle 3D qu'on a sur l'ordinateur. Maintenant, l'enjeu, c'est de passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est quoi? Si on reprend notre analogie de conduite automobile de tout à l'heure, donc réalité virtuelle, c'est votre GPS. Vous voyez sur le GPS, là, vous avez une représentation des routes, mais ce n'est pas les vraies routes. Par contre, si vous aviez les informations de votre GPS qui venaient s'imprimer sur votre pare-brise, et donc sur votre pare-brise, le GPS reconnaît la voie que vous devez prendre pour tourner à gauche, c'est ce que vous avez en bas, eh bien nous, c'est pareil. Le but, c'est de superposer sur la vue péropératoire le modèle 3D de réalité virtuelle sur la vue du rein qu'on est en train de faire bouger et qu'on est en train de libérer. Et donc ça, c'est ce sur quoi on travaille. Donc ça, vous avez c'est le même modèle, d'accord? Là, il est sorti de son contexte. À gauche, c'est de la réalité virtuelle. Ici, il est superposé à la vue péropératoire. Donc vous reconnaissez les mêmes instruments que tout à l'heure, la sonde d'échographie, le petit ciseau, et on a superposé sur la vision qu'on obtient avec la caméra du robot, notre jumeau numérique, pour avoir en temps réel les informations anatomiques du jumeau numérique sur la vue péropératoire. Alors, en fait, peut-être que tous, là, vous utilisez de la réalité augmentée. Vous voyez le Pikachu ici, ou bien le fauteuil que vous essayez de positionner dans votre salon pour évaluer si ça rend bien ou pas. C'est de la réalité augmentée. Ça, c'est de la réalité augmentée simple. Parce que le Pikachu, bon, ok, il est projeté dans la vue que vous donne votre portable, mais il n'interagit pas avec la vue réelle. D'accord? Il y a d'autres, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous chassent les Pikachu comme ça, peut-être qu'il y en a un peu plus qui boivent de la bière. Donc, il y a une autre réalité augmentée qui est un peu plus complexe, c'est quand vous essayez, on veut mettre sur ce camion cette publicité, mais de façon artificielle. Eh bien, il va falloir adapter l'objet virtuel, ici, qui est la publicité, l'image de la bière, à la taille du camion et à la perspective et à la vision qu'on a de ce camion. Donc ça, déjà, c'est un niveau de difficulté supplémentaire parce qu'on dit qu'il faut recaler l'objet virtuel sur l'environnement réel. Deuxième niveau de difficulté supplémentaire, maintenant vous imaginez que le camion, il s'en va, il roule, il se déplace. Et vous le suivez avec votre caméra. Vous filmez le camion qui s'en va. Eh bien, ça veut dire qu'en permanence, il faut que vous recaliez, réadaptiez la taille de votre objet virtuel sur ce camion qui s'en va. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tracking. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est exactement ce qu'on développe en chirurgie. Et pour le faire, on s'appuie sur l'intelligence artificielle. Alors, comment on fait? Eh bien, ça nécessite qu'on soit en capacité et que les algorithmes d'intelligence artificielle soient en capacité, en temps réel, de reconnaître dans la vue péropératoire ce qu'on leur montre, ce que la caméra enregistre. Donc là, dans le premier exemple ici à gauche, vous voyez qu'en temps réel, il y a de l'ocre et du vert. Donc là-bas, vous avez la vue péropératoire, rien ne se passe. Et là, vous avez l'algorithme qui, en temps réel, repère où est la tumeur en vert. Là, vous avez vu, il y a une tache verte du vert qui est apparue. C'est l'algorithme qui dit la tumeur, elle est là. Et l'ocre, c'est le parenchyme sain. Et donc, en temps réel, l'algorithme nous dit là, c'est la tumeur, là, c'est le parenchyme sain. Pour arriver à ça, il a fallu l'entraîner, cet algorithme. Et donc, on a utilisé, vous voyez, 41 000 images de chirurgie. Donc, ça veut dire que
tous les jours, quand on opère, on enregistre les vidéos chirurgicales. Et il a fallu au départ que nous, chirurgiens, on dise à l'algorithme, ben là, c'est de la tumeur, là, c'est du parenchyme sain. Et ça, sur 41 000 images, pour faire en sorte qu'ensuite, l'algorithme soit autonome et que sur une chirurgie qu'il n'a jamais vue, il soit capable de nous dire, là, c'est de la tumeur, là, c'est du parenchyme sain. Deuxième exemple ici, à droite. Donc, vous voyez que tout le fond est bleuté. Et par contre, on voit en surimpression les instruments chirurgicaux. Et donc, de la même façon, il a fallu apprendre à l'algorithme, lui dire, ça, c'est un instrument chirurgical. Et donc, tu le sors quand l'instrument passe devant le rein, tu sais que ça, c'est un instrument. Et donc, tu le mets de côté. Alors, au final, ça donne quoi? Donc, ici, vous avez un exemple, donc plusieurs exemples. On a appliqué donc cette technique de réalité augmentée à la néphrectomie partielle, donc c'est-à-dire le type de chirurgie dont je vous ai parlé. Voilà. Donc, vous avez en haut la vue péropératoire et vous voyez en bas, en dessous, l'équivalent, mais cette fois-ci avec la surimpression du jumeau numérique. Et ce qui est important, en fait, c'est que vous voyez que le jumeau numérique, il suit les mouvements et de la caméra et du rein. Et donc ça, la première étape, c'est le recalage, faire en sorte que quand on rentre ou on sort la caméra, le jumeau numérique apparaît au bon endroit sur le rein du patient. Et quand on bouge le rein, qu'on bouge notre caméra, eh ben, le jumeau numérique, il suit les mouvements qu'on imprime au rein lui-même et donc les mouvements qu'on imprime à la réalité. Donc ça, c'est sur des exemples de néphrectomie partielle. Vous avez une autre vidéo à côté sur un exemple d'envahissement vasculaire. Parfois, quand les tumeurs du rein sont de gros volumes, elles ont tendance à envahir les vaisseaux, et en particulier donc la veine rénale et la veine cave qui remonte jusqu'au cœur. Et il peut y avoir des fois ce qu'on appelle des thrombis, un thrombus tumoral, qui remonte dans la veine cave jusque dans le cœur. Et donc, un des enjeux de cette chirurgie, c'est de savoir, dans la veine cave, jusqu'où va le thrombus. Parce qu'il va falloir, nous, qu'on interrompe la circulation sanguine dans ce gros tuyau qui ramène tout le sang de l'organisme vers le cœur. Il faut qu'on clampe, c'est-à-dire qu'on interrompe la circulation sanguine en dessous du thrombus et au-dessus du thrombus pour ouvrir la veine cave et sortir le thrombus tumoral, sortir la tumeur, et puis après, refermer la veine cave, la recoudre et remettre la circulation en route. Et donc, un des enjeux, c'est de savoir exactement où se situe le thrombus dans le tuyau, le tuyau, lui, n'est pas transparent. Et donc là, vous voyez en vert, c'est le positionnement du thrombus tumoral. Alors, la technique standard, c'est d'aller le repérer en faisant une échographie, toujours la petite sonde là que vous voyez en haut. Mais ici, on s'est aidé aussi de l'intelligence artificielle et donc de la réalité augmentée pour savoir où se projeter la tumeur à l'intérieur du tuyau, à l'intérieur de la veine cave. Une fois qu'on a ça, encore une fois qu'on a ce modèle, ce jumeau numérique, ce modèle 3D, ben, on peut aussi les utiliser pour améliorer l'entraînement des futures générations de chirurgiens. Et donc, vous voyez, on développe ce type de modèles imprimés en 3 dimensions, cette fois-ci qui sont plus durs et transparents comme outil d'échange avec le patient, mais qui sont souples, mous, et qu'on va pouvoir découper pour s'entraîner à la chirurgie. Voilà. Donc là, vous reconnaissez les instruments du robot. Cette fois-ci, c'est au Robotic Training Center, donc qui est une plateforme où on s'entraîne à la chirurgie robotique. Et donc, on recrée des matériaux qui ressemblent aux reins réels pour s'entraîner à cette chirurgie. Dernier exemple, cette fois-ci basé sur de la donnée. Donc, dans le domaine du cancer du rein, on a un entrepôt de données de santé, comme ce dont vous a parlé Rodolphe, qui fait que à chaque fois qu'on prend en charge un patient qui est diagnostiqué avec une tumeur du rein, dans 60 centres en France,
on collecte les données qui caractérisent sa maladie, qui caractérisent la façon dont on le prend en charge et qui vont nous permettre aussi de le suivre dans le temps et de collecter les données de suivi du patient. Donc aujourd'hui, on a presque 21 000 patients qui participent à ce projet-là et ça représente plus de 10 millions de données. À partir de ces 10 millions de données, on avait un enjeu, par exemple, là je vous cite une des études qu'on a menées, qui était de trouver les patients qui sont en rose ici, c'est-à-dire parmi tous les patients qu'on a opérés, certains vont récidiver. On ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ont une maladie plus agressive, ils ont des facteurs de risque qui font que la maladie va revenir. Et un des enjeux, c'était de trouver tous les patients roses parmi la somme de tous les patients opérés. Et donc, on a entraîné un modèle, comme tout à l'heure avec les images de chirurgie, en lui donnant toutes les données de 3300 patients qu'on avait opérés et qu'on a suivis sur le long terme, dont on sait ceux qui ont récidivé et ceux qui ne l'ont pas. Et on a dit à l'intelligence artificielle, trouve-nous les facteurs qui font qu'un patient va être à risque de présenter une récidive. Et donc, il nous sort une série de 24 facteurs avec, vous voyez, certains qui ont plus de poids que d'autres. Et quand on combine tous ces facteurs, eh bien, aujourd'hui, on est en capacité de prédire un risque de récidive de la maladie, et ça de façon individuelle pour le patient qui est en face de nous et qu'on a opéré un mois auparavant. Et donc, ça nous donne, vous voyez, ce genre de courbe avec, par exemple, ce patient-là qui avait une maladie un petit peu agressive. Il a un risque de 39% que dans les 5 ans qui suivent son opération, la maladie revienne. Et donc, on va adapter la façon dont on va le suivre, la fréquence, la durée du suivi, et peut-être, si on considère que ce risque il est important, on va lui proposer un traitement supplémentaire. Voilà, donc en conclusion, vous voyez qu'il y a différents types d'applications de l'intelligence artificielle, qu'en tant que chirurgien, eh bien, on y a recours, parfois déjà dans notre pratique quotidienne, souvent en fait en tant qu'expérimentation, en tant qu'innovation, et ce sont des choses qu'on développe. Vous avez vu qu'il y a différentes modalités aussi d'intelligence artificielle. Il y a le machine learning, le deep learning, des réseaux de neurones, en fonction du niveau de complexité. Et vous avez vu qu'effectivement, c'est, comme vous l'a dit Rodolphe, c'est plus le futur, c'est déjà la pratique actuelle. Voilà, alors pour les gros fans de chirurgie, vous pouvez retrouver nos vidéos de techniques chirurgicales si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie pour votre attention.